C'est un personnage qui s'appelle Raoul Wallenberg. C'est un diplomate suédois qui, en pleine période nazie, est en Hongrie et qui va contribuer à sauver plusieurs milliers de juifs de la déportation, de l'extermination. Et en 1945, quand l'armée soviétique entre à Budapest, la première chose qu'ils font, c'est de faire disparaître Raoul Wallenberg, liquider tout simplement. La Hongrie lui rendra hommage, et l'histoire, c'est que le poète Gennady Haïgi va traduire en russe la première anthologie de poésie hongroise. Il va être invité en Hongrie à ce titre et découvre un monument juste érigé à la mémoire de Raoul Wallenberg. Et ce qui le surprend dans cette statue, c'est la position du bronze, la main droite tendue. Il dit à la fois pour apaiser et protéger. Et c'est sur cette main, mais cette main recouvrant l'abîme, la destruction et la totale injustice du crime commis à son encontre par ceux qui, a priori, étaient opposés aux nazis, que Gennady Haïgi écrit un poème, Le dernier départ. C'est ce que nous présente André Markovits. Gennady Haïgi est décédé en 2006. C'est en 1988 qu'il se rencontre Markovits. Il y a un très beau passage dans la préface où André raconte comment ça s'est passé ces premiers temps avec Gennady Haïgi. Nous sommes devenus amis à l'instant. Nous avons ri ensemble. Nous avons vu ensemble l'amour que nous portions à certains poètes russes comme Konstantin Batouchkov, auquel il a consacré des poèmes magnifiques à la suite d'Ossip Mandelstam. Nous sommes restés des heures à nous dire des vers de Batouchkov et de Mandelstam, et à les répéter, à les commenter pour leur sonorité, leur jeu sur les accents, pour la façon dont ils jouaient sur la césure. Et je souriais de l'ironie qu'il y avait dans les poèmes d'Haïgi, que ses traducteurs eux-mêmes pensaient écrits en vers libre, alors que leur base était épique, hexamétrique, et qu'Haïgi n'arrêtait pas de citer, sans jamais le montrer, les traductions russes d'Homère. Et qui pourra évoquer, je me mets un peu à l'abri du vent, et qui pourra évoquer cette joie que nous avions autour d'une table de café, à parler de son travail de redécouverte des avant-gardes russes. Lui qui avait travaillé pendant 10 ans au musée Mayakovsky, dont les recherches avaient été mises sous le boisseau, et mon avidité à l'écouter, à découvrir à mon tour ce qu'il avait sauvé de la destruction ou de l'oubli. Pendant bien longtemps, André Markovits a refusé d'écrire sur son travail ou sur la traduction. Par contre, ce qui était fascinant avec André, c'est dans le moindre stage, il continue toujours, il s'assoit et il prend un vers de russe, il le prononce dans cette langue et puis il commence à le décomposer, à l'associer. Et puis sur 3 vers, il va passer 1 heure, il va nous faire voyager dans je ne sais pas combien de mondes. Ça, c'est André Markovits et l'école où André nous a mis de tout ce qui résonne dans un texte, dans confrontation de culture. Et c'est pas la question du russe, c'est beaucoup plus universel. Et bien là, il a fondé ses propres éditions avec Françoise Morvan. Ça s'appelle Mesure au pluriel. C'est magnifiquement présenté, c'est des super beaux livres qui fait imprimer à Rennes par un artisan à 400 exemplaires numérotés. Il n'y aura pas de 2e tirage. Je crois qu'il en est déjà à plus de 280 distribués. Moi, j'ai le numéro 218, vous voyez. Des objets qui ont un début,
une fin, c'est bilingue, et à la fin, une petite postface, lui qui se refusait à en faire. La démarche rend ces objets infiniment singuliers, infiniment dans un partage, infiniment dans quelque chose d'un à un, de Haegui à Markovix, de Markovix à nous-mêmes. Est-ce que André il a accès? Évidemment, notamment à Actes Sud, où sont toutes ces traductions de Tchekhov, de Shakespeare, Tchekhov avec Françoise Morvan, Dostoïevski tout seul, Pouchkine. Mais à un moment donné, se dire qu'en tant qu'auteur, on prend pied pour ce qui compte, pour le laboratoire. On prend pied, puis on s'en débrouille, et le partage, c'est peut-être une sphère beaucoup plus restreinte, mais va être beaucoup plus dense. Et je crois que aux antipodes de ma propre démarche, il y a quelque chose là où il faut bien prendre conscience que les temps sont en train de changer. La littérature, c'est directement lecteur, auteur. Puis comme vous, lecteur, vous écrivez aussi, c'est ça, il y a quelque chose qui est en train de se passer. L'infinie modestie, parfois, du Père Lachaise. Je pensais, en venant ici, que ce geste de la main que décrit Gennady Haegui, je pourrais trouver des bronzes avec des mains qui se tendent, des mains qui appellent, des mains qui prennent, des mains qui protègent, comme la main du monument de Wallenberg en Hongrie. Je vois surtout du granit. C'est juste ma petite GoPro. Il n'y a pas d'appareil photo. Enfin si, c'est un appareil photo. Il n'y a pas d'encombrement signe. C'est l'onomastique au Père Lachaise qui est toujours infini. Infini. Pourquoi cette machine? Il doit bien y avoir une histoire derrière. Nemažėjančią tenai. Il y en a quelques-uns qui savent pourquoi je viens ici, sur la tombe de Jacques Ripoux, un copain architecte. On était à la Villa Médicis ensemble, on avait exactement le même âge. Il est mort il y a 3 ans. Et sa tombe est juste à côté de celle de Gérard de Nerval. Je viens, je parle. Ça fait du bien à des gens à qui on parle. J'en ai pas tant que ça. C'est pour ça que je viens régulièrement voir Ripoux, on parle. Et Nerval est tout près, juste
quelques mètres dessous. Quand je parle à Ripo, que Ripo me parle, Nerval approche. C'est pour ça que depuis 3 ans, ce lieu compte 5. Soudain ce coup dans la figure. Or, il y a bien eu une autre main blanche sur la rambarde rouge du balcon auprès des azalées qui sursauta soudain et disparut. Le monde alors un point qui vrille dans le front. Oh, c'est le premier concentré de la terreur. Il n'y a pas eu de cri « Maman ». 7. Et la semblance tant rêvée, ascendante vers où depuis longtemps figée est la dernière illimitée, unique minute du sauvetage. Clac, comme entre les doigts avec l'aiguille, Dieu schubertienne. Clac, le visage assombri, la continuation de la dernière porte. Oh, combien fut des champs des plaines entiers formés de portes noires. Oh, aïe. J'essaye de ne pas lire, j'essaye de respecter la mise en espace avec des tirets de retour à la ligne, des italiques. C'est une inscription dans l'espace. Ripo était architecte. La ville des Chardons seule reste sans repos cette main qui s'est incarnée en consolation éternelle. Déconsolée depuis longtemps, elle est restée sans personne et sans rien. La consolatrice, la plus solitaire du monde, la main. Voici, elle s'est arrêtée, voici la porte. Dire plus loin voudrait dire faire bouger le même Dieu pour davantage être uni d'osseux fragiles dans l'abandon. Voici d'un simple wagon la porte, oh l'enlèvement, lancinant éternel, simple de la main, monde sans personne, juste un tremblement faible. Ah, aïe, aïe. Chaque partie des 8 poèmes se termine par chose chantée. Oh, aïe. Gennady Haïgi, le dernier départ. Traduction et postface d'André Markovitch, publié par lui-même et Françoise Morvan, édition Mesure. Je ne sais pas si c'est légitime de s'installer assis sur la tombe d'un ami. Pourtant, je viens régulièrement. Et ici, je suis bien. Je suis bien avec lui. C'est discret. C'est à l'écart. Dans l'idée aussi, à la mi-mort, de lire ce qui compte. En plus, vous savez, je crois que je suis pas tout seul à venir le voir un peu. C'est pas si fréquent que ça chez les morts, les endroits où quand vous parlez, il y a dialogue et Nerval. Nerval là. Nerval sous sa petite colonne là. Nerval qui répond. Et je crois que pour ce livre d'André Markovitch, ces traductions de Gennady Haïgi, il fallait que je vienne dans un endroit comme ça, tout à fait essentiel pour moi. Essentiel au centimètre près, à cause de Ripo, à cause de Nerval. Plus que mon vieux pote Balzac, juste en face. Un Balzac, que toi aussi tu parles à Ripo, mais Balzac, moi c'est plus Sachet que je rencontre. Et toujours cette infâme merde qui est là. Je connais pas ce sociologue, mais j'ai toujours vu ici cette infâme merde. Quand on se parle avec Ripo et Nerval, on dit rien. On sait qu'il est pas loin. C'est tout.
possible qu'on revienne ici, puisque je vous ai dit, moi, ça fait partie des endroits où il suffit d'une demi-heure de transit. J'ai besoin de mon Ripoux. J'aime pas du tout. Éric Grolot, Dominique de Sidour, 2 dans le même hiver. Ajouter Antoine Emas, c'était Angers. 3, bah j'aime pas. C'est bizarre comment on peut avoir cette... C'est bizarre comment on peut avoir cette répulsion totale, violente. Éric Grolot, Dominique de Sidour, ce qui vous prend de mâchoire, de douleur, ou Antoine Emas, même si là c'était beaucoup plus lent, la glissade. Et puis qu'en même temps, ce dialogue avec les morts, vous pouvez le renouer. Je pense pas qu'avec ce truc là de crémation, et pourtant moi je me ferais cramer aussi. Mais je peux pas entrer en communication avec Éric Grolot, alors que, ouais, Ripoux, je viens pour la dalle de Ripoux. Ne répétez pas trop que je viens m'asseoir sur ce ton.